Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonjour à tous, bonjour Guillaume et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous raconter ton parcours, ton histoire, tes défis qui sont plus fous les uns que les autres. Et je suis hyper content de te recevoir parce que j'ai suivi énormément de tes aventures, notamment les histoires de tunnels où il faut faire des allers-retours, les histoires de marches où il faut faire des allers-retours sur les marches de Montmartre. J'ai suivi énormément de tes aventures aussi sur la Via Alpina, dont tu nous parleras tout à l'heure, parce qu'il y a un film qui va sortir. Ouais. Et il y a encore d'autres aventures. Et est-ce que la première chose que j'aimerais, s'il te plaît, c'est que tu te présentes pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Yes, donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Guillaume Artus, je suis ultra trailer et je suis spécialisé dans les courses vraiment débiles. Voilà, mes spécialités c'est au-dessus de 200 km et au-delà de 2 jours, et en particulier tout ce qui est en autonomie complète. Voilà, et donc j'ai fait pas mal de courses vraiment un petit peu bizarres, donc faire 200 miles en aller-retour dans un tunnel, aller faire les marches de Montmartre 271 fois de suite, ou juste partir à l'aventure pour traverser les Pyrénées. De la Méditerranée à de l'Atlantique, ou bien traverser les Alpes en courant en autonomie en 44 jours. Donc, je fais du trail depuis, j'ai commencé à courir il y a une dizaine d'années et je fais du trail depuis 7. Et j'ai très vite passé sur du long. Donc, en 2014, j'ai fini l'UTMB et ensuite, ça a passé à ce moment-là où j'ai commencé à faire des trucs vraiment bizarres. En 2017, j'ai été sur la Barclay et autres. Donc, plutôt un CV avec quelques grosses courses connues comme le Marathon des Sables et autres, mais surtout très orienté sur ce qui est bizarre et vraiment étrange pour aller chercher, repousser ses limites. Et alors du coup, ça m'emmène vers ma première question, parce que dans les courses bizarres comme ça, il y a le tunnel, il y a l'ultra trail de Montmartre, la Barclay aussi, ça fait partie des courses un peu atypiques. Pourquoi? On va souvent se poser cette question, mais pourquoi? Non, mais c'est assez simple. C'est qu'en fait, j'ai toujours marché par projet, si tu veux. Donc, j'ai besoin d'orienter toute ma vie autour de grands cycles, si tu veux. Et je m'étais donné 10 ans. En 2011, je me suis dit, il me va falloir 10 ans pour arriver à finir l'UTMB. Et au final, j'y étais en 3 ans et demi, en fait. Et donc, je me suis retrouvé en fin 2014, après l'UTMB, donc à l'automne 2014, sans projet. Et à ce moment-là, je sais que j'ai besoin de trouver autre chose. Et c'est à ce moment-là où je découvre la Via Alpina. Donc la Via Alpina, c'est la trace qui fait justement tout l'arc alpin, qui fait 2650 km avec 150 000 mètres de dénivelé. Donc ça fait 16 UTMB à la suite. Et donc je choisis de me donner 5 ans pour pouvoir préparer ce projet. Et dans le cadre de ce projet-là, je me suis dit qu'en fait, il fallait que je bosse absolument tout, parce qu'en fait, j'étais nul. Je venais finir de l'UTMB, mais au chausse-pied, j'avais mis 6 heures à faire les 10 derniers kilomètres, alors que c'est que de la descente et du plat sur un plateau.
Et donc, je me suis mis à aller chercher ces courses un petit peu bizarres qu'il y avait au-delà de l'UTMB et entre l'UTMB et faire 16 fois l'UTMB en autonomie. Donc, Mm. l'objectif, c'était de trouver les trucs les plus bizarres. La Barclay était déjà dans mon radar à ce moment-là et en 2015-2016, je savais déjà comment m'inscrire, mais j'ai pas mis le bulletin dans l'urne. Et ensuite, j'ai déclenché pour l'inscription de 2017 pour entrer sur la Barclay. Et toutes les autres courses, au final, l'idée était de trouver comme des énormes sessions d'entraînement, au même titre que quand on va faire un marathon, on va faire des 20 bornes. Et ben là, pour faire un 2650, on fait des 200. Donc l'idée, c'était de trouver des courses où je pouvais aller repousser mes limites et donc de progresser quoi sur 5 ans. D'accord. Et, très intéressant, très intéressant. En fait, c'est vraiment l'objectif long terme que tu t'étais fixé. Et puis pour arriver à cet objectif long terme, tu t'es placé des objectifs moyens et court terme avec des Absolument. trucs forcément très, très gros. Mais comme Lucas Papi qui était la semaine dernière ici, en fait, finalement, tu es un trailer assez jeune. Enfin, ça fait pas très longtemps que tu as Ouais, commencé le trail. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que enfin, t'es le deuxième du coup que je reçois comme ça, qui dit, ben ouais, moi j'ai commencé il y a 10 ans, et maintenant je fais des courses Et puis le pire, c'est que non seulement tu les fais et tu les finis, mais tu performes, parce que t'as gagné une course qui est pareil dans le circuit des bizarres, fallait être le plus loin du point de départ à vol d'oiseau en 24 heures. Voilà, ouais, celle-là, tu l'as gagnée. ouais, Enfin voilà, ouais, qui s'appelle Escape from Meriden. Ouais, ouais. Et comment tu les trouves, ces courses-là? En fait, le Royaume-Uni est beaucoup plus propice à ce genre d'événements un petit peu hybrides et étranges. En France, il n'y en a pas énormément, mais le Royaume-Uni, il y en a beaucoup parce qu'il y a deux, trois directeurs de course qui sont vraiment responsables de 90% des courses débiles d'Europe. Et quand je dis débile, je dis ça affectueusement, hein, Oui, bien sûr. mais ouais, c'est ça. L'idée, il y a vraiment toute une partie il y a trois directeurs de course qui sont responsables de ça. Et ensuite, le reste vient des États-Unis avec Lazarus Lake, qui a créé la Barclay, et également tous les phénomènes de Big Backyard. Donc là, la Big Backyard qui a été créée, donc c'est une course de boucle de 6,7 km qu'il faut faire toutes les heures jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Mhm. Et ça a été créé, maintenant il y a plus d'une dizaine d'années, et les premiers à les avoir importés, à créer une deuxième version de cette course-là, c'est les Irlandais en fait. Et moi j'étais sur la première version en Irlande, donc il y a 5 ans ou 6 ans maintenant. Donc et c'est un tout petit monde en fait des courses étranges comme ça. Donc quand on a avant d'une, ben tu vas voir le même directeur de course, aller voir les autres courses, etc. Est-ce qu'il existe, etc. Et ce qui est drôle maintenant aussi, c'est que les gens m'ont demandé de commencer à importer des Mhm. concepts. Donc la backyard qui maintenant est populaire partout. Donc je vais pas en créer au final, même s'il y avait un projet que je bossais sur depuis 4 ans pour l'en faire une en région parisienne, mais elle ne se fera pas. Mais par contre, il y a d'autres projets comme les Escape from Meriden et autres où on a la possibilité de créer ça en France et autres. On est en train de travailler pour créer ce genre de choses, pour ramener un petit peu les trucs étranges en France. Je pense qu'il y a manière d'aller s'amuser et de pas trop se prendre au sérieux, quoi. Bah, quand on voit la vitesse à laquelle les dossards sont partis pour la backyard qui a lieu en Normandie, Ouais. effectivement, enfin, j'étais inscrit d'ailleurs sur cette course-là, mais bon, vu le changement de date et tout, je peux plus. Euh, Mm. mais effectivement, je me dis qu'il y a moyen, et je pense que aussi en France, on doit avoir des bons groupes de débiles Ouais, il y en a, hein. qui sont prêts à Il y faire en a. ça. Ouais. Bon, Ouais. ben, Mais tu vois, au début, ce qui était drôle, c'est que c'était difficile de trouver des courses comme ça. Et puis maintenant, les gens me taguent directement et fait tiens, c'est pour toi, tu vois. ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de les trouver. Et j'ai même des directeurs de course qui m'envoient directement maintenant, fait tiens, on est en train de créer un truc, qu'est-ce que t'en penses? Ok. Donc que ça soit sur de l'ingénierie de course ou sur ces genres de projets un petit peu étranges, on m'envoie quelques questions en général, donc c'est plutôt cool. Maintenant, j'ai plus besoin de chercher, ils viennent, ça vient tout seul, quoi. Mais Donc, finalement, enfin, faire ce genre de course un peu atypique, c'était une façon de se différencier par rapport aux ultra-trail classiques, on va dire, même si faire un ultra-trail, ça reste jamais une épreuve anodine. mhm. Et en fait, maintenant qu'il va y avoir ce genre d'épreuves qui vont se démocratiser, à ton avis, qu'est-ce qui va venir après? Alors, je sais pas ce qui va venir après, mais enfin, en tout cas, pour moi, la finalité, c'était jamais de faire un truc différent pour dire que je fais un truc différent. L'objectif, c'était de trouver des courses qui étaient plus difficiles sur l'un des 4 axes d'amélioration dont j'avais besoin pour traverser les Alpes. J'avais besoin de 4 choses. C'était le mental, l'endurance, la navigation et l'autonomie.
Et d'arriver sur des courses standards, travailler le mental avec des ravitaillements toutes les 30 bornes, c'est pas tout à fait ça. L'autonomie, il fallait aller dans les choses où j'allais plus être poussé dans mes retranchements. Le mental, faire des allers-retours dans un tunnel alors que tu vois rien, forcément ça commence à creuser, tu vois. Donc moi j'ai jamais fait ces courses qui sont différentes et plus étranges qu'un trail, un ultra trail standard, on va dire, mais c'était parce que la finalité c'était de s'entraîner, de pouvoir augmenter mes compétences. Donc il y aura toujours ces genres de courses où les gens vont pouvoir aller repousser sur leurs limites et ça va augmenter de toute façon. Ça va se stabiliser au bout d'un moment, mais quand on regarde en fait sur l'évolution des 10 dernières années, où avant il fallait avoir entre guillemets couru un marathon dans sa vie, maintenant les gens sont en train de se dire est-ce que ça serait pas plutôt d'avoir couru un 100 miles. Et donc forcément il y a une explosion de l'activité du trail en France et dans le monde. C'est une croissance à plus de 2 chiffres depuis plus de 15 ans. Donc c'est normal que il y ait des courses de niche qui commencent à se créer au même titre que lors du premier UTMB. L'UTMB en soi c'est une course de niche parce que il y avait que 300 miles qui existaient à travers la planète. Il y en avait 2 aux US et en France. Il y avait la Western, la Hard Rock. Pardon, il y en avait 4. Western, Hard Rock, Leadville et après l'UTMB. Et ensuite maintenant il y en a 50 ou 60. Enfin, on peut en courir un tous les week-ends quoi. Donc, c'est parce qu'il y a plus de gens qui veulent s'inscrire sur ce genre de choses. Donc, je pense que les 100 miles vont commencer à devenir un peu une norme et c'est toutes les courses de 200 miles du type Tour des Géants, Petite Trotte de Léon qui vont commencer à se dupliquer. Et tu vois, il y a déjà une ligue de 200 miles aux États-Unis où il y a 3 courses organisées par la même personne et tu peux faire les 3 entre guillemets et t'as un challenge sur les personnes qui peuvent faire les 200 miles dans l'année, tu vois. Donc, on voit bien que le 100 miles va devenir le 200 miles, etc. et autres. Donc, il y aura toujours des moyens de pousser les frontières. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que je trouve que le Covid, la situation qui a été forcée par tout le monde, les gens sont en train de se rendre compte également que tu peux faire des projets tout seul, en solo, faire des off géants que les gens ne faisaient pas parce que ils n'en avaient pas forcément une idée, ils préfèrent avoir un dossard. Et je pense va avoir une explosion des off, des gens qui vont partir comme ça à 4-5 personnes à faire 130, 140 km. Et les gens vont être forcés de le faire cette année pour pouvoir faire des kilomètres. Et du coup, je pense qu'il y a une nouvelle tendance qui risque de s'amener. Donc, je pense que la tendance du trail va plus aller vers ça, vers des off et la montée en compétence des gens en termes d'autonomie et de navigation que sur l'avènement des grosses courses, puisque de toute façon, on va être restreint en termes de nombre de places sur les chemins. Tu vois, il faut pas, tu peux pas passer à 3000 personnes sur un single. Enfin, il y a quelques courses qui l'ont fait et vu le backlash qu'ils ont reçu, Ça voilà. donne pas vraiment envie de recommencer. Les noms des courses en question, mais voilà. Non, c'est vrai, je te rejoins sur le coup, sur les off. Et on en a organisé un là, sur un petit groupe en Bretagne, à avoir organisé le Grand Raid du Finistère qui faisait 140 km autour de la presqu'île de Crozon. Et on a fait juste payer le 10 € pour l'eau et le barbecue du lendemain. C'est donc ça fait réfléchir en fait quand tu te dis un ultra m'a coûté 10 € par rapport au prix des dossards. Et puis il y a un côté aussi aventure, la trace. Moi, ça fait 5 ans que j'organise sur Paris by Night, qui est un 80 km où tu cours toute la nuit, tu pars à 22h et tu finis au petit matin. Et l'objectif, c'est de faire une centaine de monuments tu vois tout Paris, vraiment tout Paris. Et tu vois, c'est pareil, c'est quoi, c'est 10-15 € avec un ravitaillement au milieu à Beaubourg et un ravitaillement au final avec bière et saumon fumé, quoi. Et en termes de qualité d'événement, c'est personne se prend au sérieux, tout le monde doit courir en groupe. Après, la volonté, c'est d'avoir un événement qui est difficile avec 10-15% de finishers. Donc, mais l'idée, c'est t'es en off, quoi. Et tout le monde est à la bonne franquette et se prend pas au sérieux. Et enfin, ça fait respirer, quoi. Parce que, enfin bon, d'aller courir pour gagner 3 minutes sur un trail qui fait 24 heures, mais enfin, tout le monde s'en fout, pardon. Mais après, quand on est en train de rechercher d'être les 3 premiers ou les 4 premiers, je comprends qu'il y a sur on va dire les 30 premiers de chaque course, tu as un esprit de compétition et voilà. Mais je pense que le gros du peloton n'a strictement rien à faire et est là pour s'amuser, quoi. Donc ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent aller s'amuser tout seuls.
ça va laisser de beaux jours, quoi. Exactement. Alors, du coup, j'en profite pour rappeler en fait que vous pouvez poser vos questions à Guillaume dans l'espace des commentaires. Et donc, on va mettre la première question. Donc, juste, j'en profite pour dire bonjour à Julien Rabier qui est là de C'est bien d'être bien. Enfin, anciennement C'est bien d'être bien. Bonjour Julien. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Bonjour Fleur. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là et de poser vos questions. Donc, on va commencer par Fleur qui nous a mis une question. Alors, 2 questions. Lors de l'incroyable boucle de Via Alpina, as-tu été traversé par le désir d'abandon? Si oui, comment as-tu géré? Et à quelle date de sortie est prévu le documentaire Via Alpina? Alors, je vais commencer par la deuxième et je vais finir par l'autre puisque sont plus courtes à répondre. Le documentaire devrait sortir du coup à l'automne. Donc, il devait sortir pendant le Covid. Donc, forcément, la date a été repoussée. Toutes les personnes qui ont pris leur place auront automatiquement leur place pour la suivante. Il n'y a pas de souci. Mais ça sera entre mi-septembre et mi-octobre. Voilà, pour avoir le temps de réorganiser, pour que les cinémas soient de nouveau ouverts, pour que les gens aient envie de rentrer dans une salle de ciné. Voilà, c'est un peu compliqué, donc on est en train de reprogrammer un peu tout ça. Et il va y avoir une tournée qu'on n'avait pas annoncée, mais avec des dates un peu partout en France qui devaient se faire et du coup qui ne se sont pas faites, donc il faut tout reprogrammer. Donc c'est un peu compliqué. Et d'ici mi-juillet, en tout cas, je pense après le week-end du 14 juillet, il y aura la date sera annoncée et également le teaser du documentaire sera sorti avec les premières images vidéo qui claquent, qui seront disponibles. Et donc pour répondre à la question du mental sur la Via Alpina, il n'y a pas une fraction de seconde où je me dis que j'allais abandonner. Parce que l'idée, c'était, j'avais déjà tellement sacrifié pendant ces 5 ans de travail que c'était hors de question en fait. Donc il n'y a pas une fraction de seconde où je me dis ça y est, j'abandonne quoi. Parce que tu peux même pas laisser la place au doute parce que 1 gramme de doute en jour 13, ça pèse 1 tonne en jour 40 quoi. Et donc on n'a pas le droit. La pensée ne traverse même pas l'esprit. Et du coup, ça veut dire qu'il a fallu travailler comme un dingue avant. Et le travail, en fait, c'était de vaincre par partie. C'est-à-dire que c'est une technique assez simple militaire, mais l'idée, c'est que quand tu as un énorme bloc à affronter en face de toi, et si tu es plus faible, tu as plus intérêt d'attendre qu'une partie du bloc se défasse pour aller pouvoir l'attaquer là. Tu peux gagner cette petite bataille et ensuite de voir. Donc, tu vaincres par partie. Et l'idée, c'était donc du coup d'utiliser toutes ces courses pendant 5 ans pour me mettre en danger mentalement sur tel ou tel point. C'est comment gérer 30 heures sans voir le jour. C'est comment tu fais quand t'as pas mangé depuis 4 jours et en fait t'as envie de t'arrêter et autres, mais ta tête continue. C'est comment prendre des décisions rapidement pour justement éviter de faire des grosses erreurs, etc. Donc c'est plein de petites choses qui font qu'au final, peu importe ce que j'ai rencontré pendant la Via Alpina, tous les points instantanés pendant la Via Alpina, au final, j'avais vu pire instantanément sur d'autres courses, volontairement. Ce qui fait que la vraie difficulté de la Via Alpina, c'était pas les moments d'extrême difficulté que j'ai pu rencontrer, parce que instantanément, j'avais déjà vécu pire, mais c'était plutôt le cumul et la longévité du tout. Et donc, pour rejoindre un peu tout l'ensemble, j'avais travaillé avec mentalement en me disant que la seule chose que je dois faire, c'est finir la journée et d'être en état physique identique au départ. Ce qui fait que, voilà, physiquement, j'étais dans un cycle illimité parce que 40 jours, t'es illimité en fait. Tu vois, t'as pas de tout ce que tu auras consommé, tu dois le recracher dans la journée si tu veux. Donc, c'est illimité, 40 jours. Et donc, du coup, il fallait se dire que, voilà, ton cadre, c'était de répéter quelque part la même journée en termes d'intensité tous les jours. Alors, ça veut dire que ça va pas forcément dire que c'est exactement le cas, mais voilà, c'est l'idée, l'approche, quoi. Et à un tel point que ma première moitié des Alpes, je la fais en 22 jours et 3 heures. Et ma deuxième moitié des Alpes, je la fais en 22 jours et 6 heures. D'accord. Donc, tu vois, c'est vraiment hyper régulier, quoi. Et oui, j'ai failli faire un négatif split sur les Alpes. Ça aurait été très très drôle, mais voilà, c'est vraiment pour te donner une idée. Il y avait pas de secret. C'était vraiment maintenir une structure en fait. Et c'est cette structure qui te permet ça devient ta maison. C'est-à-dire que c'est pas un appartement, ta structure, c'est comment tu t'organises et comment tu gères ta journée. Et ça permet de stabiliser complètement le mental puisque tes décisions, elles sont déjà prises à l'avance. Tu sais ce que tu dois faire en cas de table de conditions, etc. Tu n'as plus qu'à détecter les éléments de l'environnement et appliquer.
Et donc, du coup, ça t'évite de réfléchir. Et de toute façon, tu peux pas réfléchir dans ces moments-là. Donc, éviter de réfléchir. Et j'entendais Stéphane Brognard dans le podcast Extraterrien, qui est un très bon podcast, je sais pas si Ouais. vous connaissez, et qui est un très très bon podcast que je recommande à tout le monde, qui disait que finalement Stéphane Brognard a fait la traversée de l'Atlantique à la rame. La rame, ouais. Et il disait que du coup il a mis 70 jours de mémoire, quelque chose comme ça. Et il disait que finalement tu te recrées un monde. C'est que ton cadre, ta bulle, c'est ton nouveau monde, et que chaque journée est une nouvelle journée où tu commences dans ton monde. C'est ça. Et t'es obligé en fait de te créer ça et de pas penser à tout ce qui. En fait, t'es en autarcie mentale en fait. Voilà. Tu fais parce que lui en plus il a vu physiquement personne. Moi je voyais un peu du monde. Enfin, j'ai dû croiser 35 personnes en 44 jours, hein, donc un peu du monde. Enfin, c'est rapidement dit. Mais c'est ça en fait. T'es obligé de redéfinir qu'est-ce que ta maison, revenir qu'est-ce qu'est ta norme, redéfinir tous tes paramètres. Dormir 5h30 par jour, ça s'appelle une grosse nuit pendant une vie alpina, alors que 5h30 c'est pas beaucoup, tu vois, mais c'est une grosse nuit 5h30. Une nuit normale c'est 5 heures, une petite nuit c'est 4h30, tu vois. Et en fait, tu es obligé de redéfinir complètement le paradigme. Ma maison, c'était mon sac à dos, si tu veux. Ma routine, c'est devenu ma maison, tu vois. Et tu es obligé tu te recrées un cadre. Et ce qui est très difficile dans les traversées, que ce soit à pied, mais je pense qu'il allait y avoir la même chose à la rame, c'est de se forcer volontairement, au moins pendant la première semaine et les premiers jours, à appliquer et à créer cette structure. Parce qu'en fait, tu n'en as pas besoin au début, mais tu en auras besoin après. Mais tu as besoin que ce fondamental soit là. C'est quand tu construis une maison, tu as intérêt d'avoir commencé par les fondations, parce que sinon, ton toit, il va tomber au premier coup de vent. C'est la même logique. Mais du coup, c'est vraiment se recréer une structure dans laquelle tu es à l'aise. Et donc, du coup, ça veut également dire connaître ses limites et de savoir quand est-ce que tu es en train de t'en rapprocher ou de les franchir. Et quand tu les franchis volontairement. Et tout ça, toutes ces créations là d'environnement interne, même externe finalement, enfin d'être dans ta bulle, même physiquement, enfin psychologiquement, t'imaginer dans ta bulle, un petit peu sortir de toi et puis te voir, je sais pas, progresser et avancer dans ta bulle. Tu te projettes un peu. Tu te projettes un peu voilà. Parce que ça te permet aussi de prendre des décisions cartésiennes dans des moments où tu es complètement déboîté en fait. Et prendre une décision cartésienne alors qu'en fait tu n'es plus capable de réfléchir, c'est hyper important puisque tu prends des meilleures décisions en fait. D'où la nécessité d'avoir un art de décision qui est conçu quasiment à l'avance, de savoir faire comment et quoi et pourquoi en fonction de ce que tu détectes de l'environnement, quoi. Et c'est hyper important pour pouvoir avancer correctement, quoi, parce que sinon tu vas clairement dans le mur et le doute s'installe et le grain de sable devient un titan qu'il faut affronter et qui est incapable de prendre, quoi. En fait, tu évites qu'il arrive, quoi. Et tous ces petits moments en fait de la partie immergée de l'iceberg, donc tout cet entraînement que tu as fait pendant 5 ans auparavant, moi j'appelle ça des moments de référence. C'est ces moments qui sont beaucoup plus durs que ce que tu vas vivre ou ce que tu es en train de vivre, et qui t'aident à passer au-delà. Dans tous ces moments-là, qu'est-ce que ça a été ton moment qui t'a fait le plus, auquel tu as le plus pensé, et tu t'es dit, j'ai vécu ça, je peux passer outre, je peux y aller, je peux continuer. Je crois que c'est mon premier vrai coup de flip en trail qui était en 2013 sur une course qui s'appelle la Sinister Seven. Maintenant, c'est un 100 miles. À l'époque, c'était un 92, donc 148 km avec 5500 mètres de dénivelé à l'époque et une barrière horaire de 27 heures. Et j'ai en fin de la nuit, etc. Donc c'était mon premier vrai gros trail. J'avais fait avant un 60 km, un 2 fois 38 km et la Saint-Élion, mais là c'était le vrai gap de passer des 72 km de la Saint-Élion qui sont un plat, quoi, à ce truc-là qui fait 2 fois plus au Canada. Et dans cette course-là, à la fin de la nuit où j'ai l'impression que j'ai survécu à des jambes en bois, à tout, et je me découvre, je me tape une hypothermie et j'ai failli devoir abandonner la course alors qu'il me restait 5-6 km à faire, quoi. Et cette angoisse et cette volonté de dire non mais en fait c'est mort, en fait il faut que tu te sauves ta course. Là tu jettes tous tes principes de ta vie normale à la poubelle. Là c'est maintenant tu es en mode survie, quoi. Et je me suis mis nu au coin du feu en train de me changer, etc. J'ai vu les médics arriver qui voulaient que j'arrête et
et on a eu un dialogue dans le regard qui, en gros, il savait que j'avais merdé. Et je leur ai dit que je savais que j'avais merdé et que j'étais en train de m'auto-sauver ma course, si tu veux. Mais en fait, il y avait tellement de taf qui avait été fait avant et que c'est en mode, en fait, c'est mort, en fait, je finis. Enfin, tu vois, la volonté derrière l'emportait surtout, quoi, parce que il y avait trop de choses en jeu et trop de sacrifices d'avoir lutté pendant 25-26 heures pour ne pas avoir le droit de finir en 27, tu vois. Donc c'était le jeu, quoi. Mais il y a des moments, tu as des moments comme ça qui marquent la vie d'un coureur. Et moi, j'en sais que j'en ai 4-5 dans ma vie où en gros, je me suis rendu compte que, mais en fait, c'était le jour où enfin, il y avait un avant et un après, tu vois. D'accord. Et c'est pas forcément des moments de succès. Là, ça finit par un succès, mais des fois, c'est des moments d'échec, tu vois. Il y a plein de moments d'échec qui sont des leçons hyper importantes pour pouvoir avancer derrière, quoi. Mais voilà, il faut apprendre des leçons et puis bon, quand c'est un succès, en plus, ça fait plaisir, tu vois. Mais il faut utiliser ces moments et c'est les moments de point de référence, voilà. Et j'ai déjà eu des signes d'hypothermie du coup pendant le Tour des Géants en 2017 et j'ai vu dès le premier signe d'hypothermie, hop, j'ai réagi tout de suite et pas comme j'avais fait 4 ans avant, tu vois. D'accord. Mais physiologiquement, je savais ce que ça représentait sur mon corps, j'ai vu le truc venir. C'est pas passé loin non plus, tu vois, mais tu peux utiliser tes expériences précédentes pour pouvoir aller chercher tout ça et mettre un peu tout ça en pratique, quoi. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à te dire j'ai extrêmement bossé, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai fait des sacrifices, et du coup, je dois aller au-delà, alors que des gens qui préparent l'UTMB, on va prendre l'UTMB parce que c'est une des courses qui est les plus Mhm. difficiles d'accès pour l'inscription, et puis c'est quand même de Mhm. l'entraînement, hein. Bien Euh, sûr. Non, non, ça reste arrive difficile, hein. à abandonner, alors que ces gens-là aussi ont fait enfin pour beaucoup, ont fait des sacrifices qui sont énormes. Qu'est-ce qui fait que Ouais. toi, tu arrives à te servir de ça, à ton avis? Est-ce que il y a quelque chose, je ne sais pas, Je sais pas si historiquement? les gens se rendent compte du niveau de sacrifice que ça représente. Je pense que non. C'est vraiment énormément de sacrifices. C'est vraiment beaucoup les 3 quarts des sessions. Par exemple, si tu tapes une semaine pourrie et tu dois quand même courir 130 km dans la semaine et t'as jamais envie de sortir et tu sors 5 fois quand même, tu vois. Et c'est les trucs qui te font le mental, tu vois. C'est quand t'as pas envie, t'avances quand même et tu te tais, quoi. Et également, j'ai fait beaucoup de courses bizarres et étranges pour pouvoir le faire. Enfin, il y a énormément de travail. Et ça veut pas dire que les gens ne travaillent pas quand ils vont abandonner sur un UTMB et autres, mais on peut beaucoup. Enfin, il y a vraiment énormément de travail et c'est vraiment la partie visible et invisible, tu vois. Et Mm. les courses pour moi que je fais pour m'entraîner pour ce genre de truc, c'est la partie vraiment visible, un tout petit bout de l'iceberg, tu vois. Mm. Mais c'est les sessions de malade à l'entraînement, c'est partir courir 42 km un mardi soir et refaire la même le dimanche et faire ça 10 semaines de suite, tu vois. Donc tu vois, il y a plein de choses. Tu vois, c'est apprendre à courir de nuit. Ben, ça veut dire, eh ben, pendant 4 ans, quand j'allais faire ma sortie longue du dimanche, ben, je la faisais pas en journée le dimanche, je la faisais après 23 heures, après le film du dimanche soir. Je partais courir, je courais 30-35 bornes dans Paris. Après, je revenais chez moi et puis j'étais au travail, lui, à 8 heures le lendemain matin, tu vois. Mm. Mais ça, c'est la partie invisible, tu vois, parce que tu n'en parles pas, tu ne montes pas, etc. Enfin, après, tu peux en parler après si tu veux, mais au moment où tu en fais, enfin, tout le monde s'en fout, tu vois. Mm. Et sauf que c'est là où en fait tu fais vraiment ton taf, quoi. Et quand tu as déjà fait quand tu fais entre 10 et 15 heures 10 et 15 nuits blanches en courant par an, et ben quand on a une affaire en course, mais ça passe comme une lettre à la poste parce que enfin une nuit blanche en courant, enfin chez toi ça s'appelle un dimanche, tu vois. Et c'est pas un événement en soi, tu vois. Ça peut être Non mais c'est ça en ça fait, peut être c'est-à-dire une qu'en bonne fait tu as vu citation de tellement ça. plus et tellement vu, tu vois. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça Une nuit l'idée, blanche c'est en course un que dimanche. tu as une même difficulté, tu vois. Mais par contre, par rapport à ton squat, ce que tu considères, c'est la même chose en absolu pour tout le monde, hein. Le soleil, il se lève et se couche à la même heure pour tout le monde. Mais pour toi, ben, ça n'a pas la même poids parce que, enfin, cette nuit-là, elle fait que 9 heures, tu vois. Mm. T'es dans le noir que pendant que 9 heures alors que tu as déjà fait 33, tu vois, Oui. dans un tunnel. Donc, Ouais. Moment de référence. forcément, tu vois, c'est pas la même chose, tu vois. Et pareil, quand tu as commencé à faire des doubles tours d'horloge, ben, c'est pas grave parce que t'es que dans la première nuit blanche. Donc, t'es même pas attaqué la deuxième. Enfin, t'es tranquille, tu vois. Mais c'est des choses comme ça où du coup, t'es complètement différent. Donc, je pense que les gens se rendent pas forcément compte
de tout ce qui rentre en compte justement pour arriver à ces niveaux-là. Et il y a beaucoup de sacrifices de l'ombre et j'entends beaucoup de temps en temps sur des commentaires, tu dois avoir de la chance, tu as un bon patrimoine génétique, etc. Enfin, ça va, mes parents, ils sont normaux, tu vois. Hein, ils sont normaux, je suis un monsieur tout le monde, enfin, tu vois. Donc, j'ai pas d'avantage, je fais pas 2,50 m avec des cannes de malade, je suis pas un Usain Bolt, tu vois. J'ai juste, par contre, la capacité à pouvoir me projeter effectivement sur un projet dans 5 ans et me donner vraiment l'ambition de ces trucs-là, tu vois. En tout cas, Ça, par contre, ouais, c'est différent. Ce qui transparaît de chez toi, on se connaît pas personnellement, mais ce qui transparaît, c'est que tu as l'air d'être quelqu'un de très carré et qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, et que mentalement, en fait, j'ai l'impression qu'il un peu t'arrêter. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a quelque chose qui peut t'arrêter maintenant? Non, il y en a quelques-uns et tout. On a chacun ses démons, tu vois. Mais c'est vrai que en fait, au fur et à mesure de voir plein de trucs, au final, même l'ultra trail aujourd'hui m'aide dans ma vie quotidienne. Quand je vois un moment d'adversité, un truc qui me plaît pas et autres, ça me permet quand même de rebondir plus rapidement parce que ouais, c'est pas rose tous les jours, tu vois. C'est pas rose tous les jours et il faut accepter que des fois c'est bien le bordel, tu vois. Et il faut l'accepter. Et plus tôt tu acceptes le fait que tu as une situation dans laquelle tu es en danger ou c'est le bordel, mais en fait tu peux rien y faire, sauf de faire, enfin tu dois accepter et ensuite pouvoir travailler sur un plan de comment tu peux faire pour y aller, quoi. Et c'est surtout dans ce cercle d'acceptation, tu sais, tu as déni, etc. Tu luttes, etc. Tu as des phases de Phase du deuil. et je passe très rapidement sur ces phases-là, quoi. Très rapidement à la phase d'acceptation. Et du coup, ça m'évite de trop procrastiner. Et ça évite de passer 6 semaines à me dire est-ce que je vais le faire, pas le faire, etc. Non, la décision elle a été prise en 2 jours en fait, tu vois. Et donc ça permet du coup de prendre plus de temps sur la mise en place d'un plan ou d'application et autres, tu vois. Mais je me suis planté des centaines de fois, je me replanterai tous les jours. Voilà, c'est le jeu, tu vois. D'accord. C'est vraiment le jeu. Alors, je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours d'échange, vous avez la possibilité de poser les questions, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et là, on a Yvan qui nous pose une question. Alors, il te demande si celle du tunnel était vraiment exceptionnelle du point de vue mental. C'était génial. Ouais. Ouais. Donc, pour ceux qui savent pas, le tunnel, c'est une course de 200 miles, donc on fait 320 km en aller-retour dans un tunnel. Et l'objectif, c'est d'aller se fracasser la tête. En fait, tu as même une petite musique au milieu du tunnel, etc. Tu fais des allers-retours. Enfin, techniquement, ça sert à rien, mais du coup, comme ça sert à rien, c'est indispensable. Et ouais, mentalement, c'est là où en fait j'étais allé tester mon crâne. Et je fais une erreur au bout de 230 bornes sur une alimentation et j'attrape un peu froid, donc j'arrête à ce moment-là. Mais j'étais en tête avec 20 km d'avance d'ailleurs, mais tu vois, la tête a tenu, tu vois, de pas voir le soleil, de faire un truc vraiment débile pendant 25-26 heures. Voilà, la tête tenait, donc c'est à ce moment-là, en fait, c'est le dernier moment où j'ai validé le point mental de la méthode MENA, donc mental, endurance, navigation, autonomie. C'est le dernier truc avant la vie alpina. Je fais de toute façon, maintenant, j'étais venu pour tester mon mental a tenu. Moi, j'ai encore d'autres choses à régler, mais en tout cas, ce point était validé, je pouvais passer à autre chose, quoi. Et c'est comme ça où tu arrives à avancer, tu vois, même dans un échec, tu t'es venu valider des points particuliers sur une course et aller valider des compétences ou augmenter des compétences. Mais ça veut dire également que quand on s'inscrit sur une course, c'est pour se mettre en danger, tu vois. Donc, se mettre en danger, ça veut pas dire se jeter d'une falaise, mais ça veut dire voilà, dans un environnement contrôlé, sur une compétence particulière, aller plus loin que d'habitude pour voir si ça tient ou pas. Bah tiens, tu fais une super transition avec la deuxième question d'Yvan. Et qui demande, toi, je pense à l'heure actuelle, quel est ton point faible et sur lequel tu dois travailler le plus régulièrement? Je pense que j'ai tellement travaillé sur le mental, la navigation et l'autonomie que ça redevient, mon point faible devient l'endurance. Donc je dois maintenant réaugmenter mon niveau en course à pied pour pouvoir aller plus loin. Et ça paraît bizarre parce que je dis que tu fais des 200 bornes et tout, mais ouais, je pense que du coup maintenant dans mon échiquier, ce qui me manque le plus, ça reste le physique et l'endurance fondamentale. Tu vois, j'arrive à peine à passer les 200 km sur 24 heures, alors que je devrais plutôt maintenant essayer de me rapprocher des 210, 220 km en 24 heures. Donc la prochaine frontière, c'est vraiment cette endurance fondamentale
d'améliorer ça en fait, ouais. Donc Alors, le physique. comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que t'es parisien en plus, donc Oui, bon, personne n'est parfait, mais oui, exactement. Ouais. ce que je veux dire par là, c'est que tu prépares des courses quand même comme la Via Alpina qui sont extrêmement montagnardes. Ouais. Et comment tu fais pour préparer tout ce dénivelé positif, Bah, négatif? Est-ce que tu le prépares déjà? ouais, je le prépare en fait, mais c'était par des voyages, par des vacances. Tu vas faire 3 semaines de vacances dans les Alpes. Tu vas crapahuter tous les jours à faire des doubles kilomètres verticaux, tu vois. Et puis les courses aussi pour moi sont des sessions d'entraînement. Donc quand je vais faire une course à faire tant et tant de dénivelé, c'est ça, tu vois. Donc il y en a qui sont pour aller travailler le dénivelé, il y en a qui sont pour aller travailler la distance et le foncier, tu vois. Mais l'idée c'est d'utiliser tout ça pour un peu utiliser les courses pour sortir de Paris et aller travailler tel ou tel item. C'est pour ça que je suis plutôt pas mal à l'étranger au Royaume-Uni, hein, parce que en gros, ça me permet de partir le vendredi après le travail, de commencer à courir le samedi et le lundi matin, je suis au travail et j'ai couru 200 bornes dans le week-end, tu vois. Donc, ça permet de concilier aussi, pas dépenser de jours de congé, mais faire un week-end choc et de pouvoir du coup garder ces jours de congé pour d'autres courses ou d'autres choses, tu vois. Et c'est un peu comme ça en fait que j'arrive à avancer. Donc là, depuis le Covid, du coup, j'ai pas pu trop bouger à faire des courses, mais du coup, j'ai senti le coup venir. J'ai acheté un home trainer avant l'annonce du confinement et j'ai fait 5000 km de vélo en 45 jours dans mon salon, Alors que tu avec en faisais 100 jamais. km par jour, alors que j'en faisais jamais, tu vois. Mais parce qu'il fallait, parce que j'étais aussi en phase de récupération et de reprise de tout mon organisme après les Alpes, et donc du coup, d'essayer de me remettre à niveau. Et là, je commence à avoir un niveau qui est quasiment identique à avant mon départ des Alpes. Donc maintenant, on va pouvoir enfin aller pouvoir travailler et aller sur les prochaines frontières, quoi. Ça va être hyper intéressant. Alors avant qu'on parle de ton nouveau projet qui va bientôt arriver, donc dans 2 semaines, Ouais. comment est-ce que tu as vu toutes ces courses que les gens se sont inventées, donc sur les balcons, autour dans leur jardin? Quelle vision toi tu as eu qui a finalement presque de l'expérience dans ce genre de course Oui. avant tout le Mais monde? moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que, enfin, c'est des choses que moi je voyais déjà faire avant, si tu veux. Donc là, c'est devenu mainstream parce que les médias n'avaient plus de sport auquel parler, donc forcément, ça prenait une ampleur de dingue. Mais il faut savoir que des gens qui font des allers-retours sur leur balcon pour faire des marathons, ça existe depuis plus de 10 ans, quoi. Et il y a des courses comme ça où les mecs tournent autour d'un arbre, ça existe depuis des années aussi, tu vois, parce que c'est débile, tu vois. Il y en a qui font des tours de rond-point et autres. Et c'est juste qu'avant, on entendait moins parler. Et donc, moi, j'ai trouvé ça drôle que les gens s'y mettent parce que en fait, ils avaient rien d'autre à faire. En fait, les gens s'occupaient l'esprit un peu comme ils pouvaient et essayaient de maintenir un semblant d'activité physique et autres, quoi. Donc, et les gens se prenaient pas au sérieux, tu vois, ils le faisaient genre comme ça, tu vois. Et et tu vois, donc on a vu que tous les records sur tapis ont été battus pendant le Covid. Hein, le record sur 50, sur 100 miles, sur 50 miles, ils ont tous sauté parce que justement, tous les gens qui étaient normalement prêts à faire des courses, etc., ils sont mis sur un tapis et autres et t'as un Zach Miller qui commence à envoyer des watts, quoi. Et, et, et c'est là où on voit que c'est juste que tout le monde s'est concentré du coup là-dessus parce que c'était les choses qui étaient visibles. Mais non, non, ça existe depuis toujours. Enfin, moi, j'en ai toujours entendu parler, etc. Mais ouais, non, c'est plutôt cool. Que les gens se soient mis au sport et que ce soit pas trop mis au sérieux et avec les Confined Sports Challenge, etc. et autres. Je pense que c'était plutôt cool. C'est vrai qu'il y a il y a plein de projets comme ça qui se sont montés, des courses qui se faisaient annuler, qui se faisaient du coup en mode confiné. L'objectif c'était de faire la même distance et puis voilà. Ouais. Enfin, c'est vrai que Ouais. Après, on voit des impacts. ouais. Par contre, le coup des courses virtuelles, je trouve ça débile. Mais bon, après, c'est mon point de vue. Mais c'est genre, enfin, C'est pour arrête. exister, ça. Ouais, c'est ça. Tu veux vraiment que je paye 50 balles pour aller courir moi-même? Enfin, arrête, quoi. Arrête. Genre, stop. Genre, voilà, ce qui est en train de se faire avec l'UTMB fin août, genre, mais arrête. Enfin, Bah, prenez-vous au j'ai vu que tu sérieux. avais réagi un Ouais, petit peu ouais, vivement à ouais, ce sujet-là. Ouais. ouais, ouais. Ouais, et tout ça pour que le Tour des Géants fasse la même 2 semaines plus tard, alors que c'était censé être les good guys. Ouais, c'est. Bref. Ouais. Bref.
J'ai pas envie de t'énerver ce soir. Donc, Non, 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 regarde, non, mais regarde, enfin, regarde. Hop, c'est dommage. changement de sujet. Regarde, tac. Allez, peux-tu nous parler de tes futurs projets? Donc, qu'est-ce que c'est que ce futur projet encore bien, bien, bien hard? Ouais, et du coup là c'est je devais prendre une semaine de vacances avec le travail. Du coup je me suis dit que quoi faire. En fait donc il y a deux canaux qui existent. Donc il y a le canal du Midi que tout le monde connaît, qui fait de Toulouse à la Méditerranée, et t'as également le canal de Garonne qui va de Toulouse à Bordeaux, en fait le long de la Garonne. Et ensuite il restait juste un petit bout à rajouter entre Bordeaux et Lacanau pour pouvoir traverser de l'océan Atlantique à la Méditerranée. Donc ça fait 585 km. C'est ce que je vais commencer à faire pour le week-end du 14 juillet. Voilà, l'idée c'est d'aller me tester un peu, de me faire plaisir, de faire au moins 100 bornes par jour, et puis de voilà, pas trop se prendre au sérieux et autres. Et il se trouve que ça correspond aussi. Je voulais faire le canal du Midi depuis un bout de temps, et puis j'ai un ami qui est décédé il y a moins de 2 semaines, et qui courait les canaux avec moi en Angleterre. On avait fait pas mal de projets ensemble, et comme j'ai pas pu aller à son enterrement parce que Covid et qu'il y a une quatorzaine, etc. Et donc du coup, c'est aussi un moyen de lui rendre hommage, d'aller courir sur des canaux en France, et de faire un peu d'ultra comme ça en solitaire, quelque chose qu'il aimait bien faire aussi, et à faire des off. Donc voilà, c'est une forme d'hommage, et puis c'est aussi une forme de voilà, d'avoir un projet un peu marrant à se mettre sous la dent pour cet été. Et puis l'année prochaine, je vais aller tester, je pense, le Saint-Jacques-de-Compostelle, donc du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques, ça fait 1600, 1700 bornes. C'est la totale? Ouais. Ouais. Enfin, le Puy-en-Velay, c'est l'un des principaux départs en France. Après, il y a plein de chemins, donc Oui, la totale, c'est un peu c'est un compliqué à arbre, dire, mais ouais. voilà. Mais en Le plus gros, long. grosso modo, l'axe principal reste quand même du Puy-en-Velay à Saint-Jacques. Donc, je pense aller faire un tour là-dessus en 2021. Et puis, pour les projets 2022 et après, ben, non, j'en parlerai pas parce que c'est des gros trucs. Mais ouais, ça va envoyer du watt avec des records du monde, potentiellement des trucs. Donc, ouais, Tour du ça va monde, être tour cool. du monde. Allez hop, Non, tant des qu'à faire. records du monde. Non, peut-être pas un tour du monde pour Bah, l'instant, mais un jour. pas Maintenant que pour tu as fait ta l'instant en vie tout cas. Alpina, faut un projet beaucoup plus gros. Ouais, mais j'ai trouvé deux, trois trucs intéressants. J'ai trouvé deux, trois D'accord. trucs intéressants. Bon, bah, hâte de voir ça alors. Comment est-ce que tu fais pour préparer ce genre de course, pour t'organiser? Parce que tu dois avoir quand même un minimum d'organisation, pour savoir où tu vas dormir, qu'est-ce que tu vas manger, comment est-ce que tu vas retrouver des points d'eau, Mhm. l'équipement peut-être aussi à le changer. Enfin, je sais pas. Dis-nous comment tu Ouais. fais pour structurer tout ça. T'as du En boulot quand fait, même. il y a pas mal de travail sur identifier la trace. Donc, c'est travail sur carte de GPX, hein. Tu regardes une carte GPX, tu regardes toutes les cartes. Et ce que ça te permet de faire, ça te permet d'identifier. Je regarde pas forcément les points de ravitaillement et autres parce que ça change tout le temps, les ouvertures des choses et autres. Enfin, à un moment, il faut que ça soit organique, tu vois. Faut que si c'est ouvert, tant mieux, tu recharges. Et quand tu recharges, tu remplis à max ton sac. Voilà, ça veut dire que si tu as une source d'eau, tu viens de tout recharger, et une heure après, tu as une autre source d'eau et que tu as bu 500 millilitres, tu re-remplis 500 millilitres. Donc l'idée, c'est de toujours être à la maximum de capacité de ce que tu es capable d'emporter, que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes ou d'eau. Et Pour donc, savoir où tu vas dormir, t'as combien de jours devant toi en j'ai trois nourriture jours et demi. 3 jours et demi D'accord. en nourriture, et j'ai 2 jours en flotte, en Ah ouais. permanence. Ça te fait combien de litres ça 3 litres et demi. D'accord. Ouais. Je suis assez économe en flotte, Ouais. mais en fait, t'as aussi la stratégie du chameau, entre guillemets, c'est-à-dire que quand tu es sur un point d'eau, tu bois au maximum, tu remplis ton estomac de flotte, et ensuite tu remplis ta flotte. Donc, Ok. en fait, tu gagnes comme ça, tu peux gagner genre 4 heures, 5 heures d'autonomie en flotte sans avoir à prendre le moins de gouttes d'eau, en fait. Et comme ça, tu peux gagner énormément, tu gagnes énormément, quoi. Ok. Et en nourriture, pareil, au moment où tu recharges, bah, t'as un petit sac que tu as avec toi, tu commandes qui est comme un panier repas, entre guillemets, que tu vas utiliser, que tu vas manger sur les 2 prochaines heures. Ça permet d'augmenter également ton autonomie, quoi. Donc c'est plus organique que ça. Et ensuite, ben, c'est tout dans le choix du préparation du matériel et autres, à savoir dans quelles conditions, à quel endroit tu peux dormir, etc. Donc il y a une partie compétence de savoir où est-ce que tu peux dormir, comment et pourquoi, avec quelles conditions, d'avoir ton matériel dans ton sac pour le faire. Et ensuite, s'il y a une meilleure option comme un refuge qui s'ouvre à toi, voilà, je vais pas camper devant un refuge, hein, je vais aller prendre un refuge, tu vois, je suis pas fou, tu vois. Mais
Mais tu vois, c'est plus comme ça en fait, c'est beaucoup plus organique. Tu vois, mais par contre, ça veut dire que tu as un énorme travail en amont de connaître exactement ton matériel, comment réagit, d'être au maximum de la performance, etc. Et là, il y a un énorme travail, à tel point que j'ai même dû concevoir mon propre sac à dos parce que je trouvais pas ce qui m'intéressait sur le marché, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça, tu vois. Il faut plus un énorme préparation, que ça soit sur la prise de décision, sur qu'est-ce que tu mets dans ton sac, etc. également, pour pouvoir faire face à n'importe quelle éventualité. Donc en fait, tu es extrêmement préparé pour pouvoir faire n'importe quoi. Et moi, je le vois plus comme ça plutôt que de planifier tel ou tel point, etc. Non, il faut être flexible parce que c'est la montagne qui décide de toute façon. Donc ton plan sur 43 jours ou 44 jours, enfin, de toute façon, il est en l'air en 2 heures. Ça sert à rien, tu vois. Donc, et par contre, il faut avoir identifié les points potentiellement, tu vois, de te dire, bon, bah là, par exemple, si tu dois renouveler du matériel, effectivement, sur les Alpes, sur la traversée des Alpes, j'avais 5 villes dans lesquelles je pouvais le faire. Donc, au moment où j'approche de l'une de ces villes, eh ben, j'ai intérêt à savoir si j'ai besoin de renouveler un matériel ou pas. Parce que D'accord, le mais prochain est dans 600 bornes. tu te prévois pas des sacs de délestage ou des Non, non? c'est trop compliqué à gérer. Enfin, l'avantage de partir en solitaire, etc., c'est d'être avant tout libre. Tu vois, c'est une forme de liberté de faire ce que tu veux, de découvrir un massif comme tu l'entends. Donc, si c'est pour avoir, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, mais Mhm. des sacs de délestage que tu dois amener avant, que tu dois reprendre après, que avoir un crew qui te suit, mais en fait, tu voulais pas t'arrêter là. Donc, en fait, du coup, il faut que tu préviennes ton crew et qu'il est, enfin, laissez-moi tranquille dans la montagne, tu vois. C'était un peu, tu vois. L'idée, c'est voilà, de pas trop se prendre au sérieux et d'être libre de prendre des décisions. Mais ça veut dire également que bah, tu dois prendre des décisions, donc tu as intérêt à savoir les prendre et d'avoir le bon matériel pour survivre dans les conditions dont tu as besoin, quoi. Donc il y a beaucoup de travail en amont pour pouvoir au final être complètement libre pendant. D'accord. Alors, du coup, il y a une très bonne question de Tanguy qui nous demande, avec des objectifs et des entraînements aussi structurés, quels sont les moments de plaisir? En fait, je m'éclate, hein. Mais en fait, c'est une condition nécessaire si tu veux. Tu vois, là, par exemple, pour la traversée donc sur les canaux, qui s'appelle le canal des Deux Mers, au final, la partie planification, comme tu as pas mal d'expérience, etc., ça m'a pris quoi, 2 jours, tu vois. Ça m'a pris 2 jours et je vais m'éclater pendant 5, tu vois. Et en fait, la structure, c'est plus mettre, mettre à plat ta boîte à outils et savoir ce que tu peux faire et dans quelles conditions tu peux faire pour ensuite pouvoir t'éclater, tu vois. Et c'est grâce à des moments comme ça de pouvoir me dire, bah, j'ai pas besoin d'un endroit où dormir qui est fixe. Je peux dormir n'importe où, que je me retrouve à descendre des vallées avec 150 chamois parce que je suis à contre-courant de truc. Et puis, c'est sur un coucher de soleil avec des nuages qui jouent, qui font des couleurs de dingue. Et voilà, t'es en train de courir pendant 2 heures avec des chamois, tu vois. Et c'est pour des moments comme ça que tu le fais, tu vois. Mais si j'avais pas la structure ou la capacité de me dire je peux arriver à tel endroit ou autre et savoir ce qui arrive derrière, ben en fait tu t'engages pas dans cette vallée et tu l'as jamais vu en fait. Donc c'est cette structure qui pour moi me permet d'avancer et d'être complètement libre après en fait. Mais c'est une structure dans le sens ça structure ton activité, c'est pas un cadre si tu veux, c'est pas un carcan, un truc dans lequel tu dois cadrer absolument ta journée. C'est plus un qu'est-ce que tu es capable de faire quand et comment pour pouvoir avancer quoi. Et au quotidien de tous tes entraînements, c'est toujours un plaisir pour toi d'aller courir ou c'est Ouais, toujours se dire je vais courir parce qu'il y a cet objectif-là et il faut que je le fasse parce qu'il y a cet objectif-là. bah, tu as toujours l'objectif un peu en tête, mais Mm. c'est pour ça que c'est la manière dont j'avance. Si tu veux, moi, d'avoir un truc planifié pour 2022 sur lequel je suis déjà en train de travailler, moi, ça me motive pour aller courir demain, tu vois. Mais ça m'empêche pas pour autant. Bah, dimanche dernier, je me faisais un peu chier chez moi et puis j'ai fait bon, vas-y, je vais courir dans Paris. Je suis parti de chez moi, je suis allé jusqu'au centre de Paris. Et ensuite, je suis parti au sud. Ça fait longtemps que j'y étais pas allé. Et puis, ah bah tiens, on va courir la coulée verte et puis oh, coulée verte, bon, on est au parc de Sceaux, bah tiens, on va commencer à voir si on peut pas revenir un peu vers l'ouest, parce que j'habite plus vers l'ouest que vers le sud de Paris. Et puis au final, bah, j'ai fait 42 bornes, tu vois. Mais, euh, mais parce que je m'amusais, tu vois, je voulais juste aller regarder les trucs, regarder comment les différents parcs de la région parisienne étaient reliés entre eux, voir comment c'était, tu vois. Et au final, je fais un marathon, tu vois, mais tu vois, c'est la finalité, c'était d'aller Te explorer les balader, trucs, quoi. tu vois. Juste, ouais, je me baladais, quoi. Mais comment, voilà, D'accord, quand je me balade, bah, je sors 4 heures, je fais un marathon à la cool, tu vois. d'accord. Alors il y a David sur Facebook qui nous demande comment arrives-tu à combiner force mentale et force physique? Es-tu déjà arrivé à la limite de l'une des deux?
J'ai souvent tapé dans les limites des deux en entraînement ou en course d'entraînement, etc. Tu tapes tout le temps dedans. Mais je pense que je tape plus souvent dans ma limite physique que mentale. Parce que après l'UTMB 2014, justement, j'avais extrêmement peur j'avais un mental qui est quand même hyper friable. Puisque quand tu mets 6 heures à faire 10 derniers kilomètres parce que tu as coupé tes jambes, parce qu'en fait ta tête à dire oh, c'est bon, t'as fini, t'as plus qu'à ramper quoi. Et c'est une leçon que j'ai appris en mode genre en fait non, il faut que mentalement ça soit mille fois plus costaud et 1000 fois plus fort quoi. Et c'est sur quoi j'ai essayé de travailler. Mais il y a encore des moments où je me suis vu péter les câbles en plein milieu de la Via Alpina parce que ça faisait 8 jours que je me prenais la flotte. Genre c'est bon, ça va. J'ai compris maintenant. Ça fait 400 bornes que je me fais pisser dessus par la météo. J'aimerais bien avoir juste un bout de soleil. Et j'ai cette vidéo qui est filmée. Et en fait, sur la vidéo même, en fait, il fait beau. Et en fait, j'étais tellement frustré de m'être fait déboîter que je me suis même pas rendu compte qu'en fait, il faisait beau. Donc, tu vois, mentalement, tu arrives à craquer, quoi. Mais ça veut pas forcément dire avoir l'envie d'abandonner pour autant, tu vois. Mais ouais, bien sûr que je craque comme tout le monde et je me fais dessus, quoi. Hein. Donc, mais ça fait partie du truc. Et même quand ça m'arrive, enfin, après coup, je suis content, tu vois, parce que ça montre que bah j'ai encore des progrès à faire, j'ai encore plein de choses à découvrir, tu vois. Et ça serait tellement ennuyant si, enfin, tu savais déjà faire tout, quoi. Ce serait vraiment tellement chiant. Enfin, Et ce serait nul comme vie, quoi. C'est qui ton mentor comme ça qui te dit tiens j'ai encore de la marche à gravir, il y a lui qui fait pire. Lui qui fait pire. Alors, Ouais. plus ça va, moins j'en vois. Donc, ça commence à devenir compliqué. Mais tu vois, je suis plus en train de me rapprocher en termes de philosophie de gens qui font de l'aventure, qui font du Ouais. multi-raid, qui font Du Mike Horn et tout le bordel. Voilà, je suis plus mentalement en train de me rapprocher des trucs comme Mike Horn que des gens qui font de la course à pied en scratch, puisque la plupart des élites sont quand même sur des recherches de chronomètres, tu vois. Mais enfin, l'élite sur un UTMB, ils font moins de 24 heures, tu vois. Ils passent moins d'une journée, tu vois. Donc, t'as pas du tout les mêmes problématiques, tu vois. Et là, pareil, ce qui est cool, tu vois, c'est que maintenant, même des gens comme Eric Claverie, qui va commencer à faire le GR10, là, qui va essayer de partir d'ici 3-4 jours pour aller traverser le record du GR10, ben, je l'ai eu au téléphone avant pour parler expérience du multijour, etc., comment il pourra gérer, même s'il a une équipe et tout, voilà, de retour d'expérience. Donc, c'est là où ça devient hyper cool, c'est que je commence à pouvoir maintenant aider aussi ces élites-là, quand ils vont sur mon terrain, je mets des gros guillemets, mais voilà. Et ce qui est drôle aussi, c'est que sur certains records de grandes traversées et autres, quand j'ai vu les stratégies utilisées par certaines personnes, ben je sais qu'en fait je peux mieux faire, tu vois. Donc je commence à être compétitif avec des personnes qui eux ont gagné des UTMB ou la Western State et en fait au-delà de 30 jours, bah, en fait, je suis compétitif, tu vois. Au-delà de 30 jours consécutifs, ouais, on peut commencer à parler, tu On vois. va commencer à causer. Et ouais, et c'est là où c'est fou, c'est qu'en fait, je me retrouve sur un truc hyper niche, mais je commence à être compétitif au niveau mondial sur ces trucs-là, donc c'est plutôt cool de se dire que voilà quoi. Donc, Et est-ce que ça je pense que voudrait les autres pas sont pas dire rendus compte, tu vois. ton côté aventurier, est-ce que ça voudrait pas dire que tu vas tenter d'aller t'aventurer dans la neige du pôle Nord ou du pôle Sud Je suis très mauvais avec neige et glace, donc il faudrait quand même que je fasse une mise à niveau sévère, voilà, parce que c'est des compétences quand même assez particulières. Donc c'est pas vraiment ce que j'ai en tête. Après oui, j'ai regardé les stages pour faire de la polka et d'aller voir ce genre de choses, tu vois. Mais voilà, il y aurait une remise à niveau quand même un peu sévère parce que non, enfin déjà il faudrait avoir un niveau. Là, je suis en débutant et de passer à expert, ça prend 4-5 ans minimum. Même si j'ai une condition physique et je sais pouvoir transposer des compétences et autres, il faudrait quand même plus de 5 ans pour aller commencer à faire de la vraie glace, aller faire des traversées au Groenland et tout. Donc, et puis c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire pour le moment, donc je le garde. Après, pourquoi pas, tu vois. Mais après, vie enfin encore voilà, c'est longue. pas mon. Voilà, c'est ça. J'ai encore un peu de temps. Allez, on enchaîne avec Patrick qui veut revenir sur le coup des off. N'avez-vous pas peur que beaucoup se mettent à faire du off en totale liberté et que cela devienne du n'importe quoi, passage dans des chemins privés, prise de risques, manque Si, d'assistance? oui, Si, il y a des risques. oui.
Oui. Oui. Après, les gens qui font des trucs débiles, il y en a eu, il y en a toujours eu. Maintenant, je pense que les gens qui commencent à faire du off, etc. Moi, j'ai vu pas mal de gens qui ont commencé à me contacter justement, qui sont en train d'organiser des off et autres, et qui me contactent pour faire de l'ingénierie, pour voir comment on peut faire, comment est-ce que ça peut marcher, etc. Est-ce que ça paraît cohérent et autres. Et je le vois plus comme une opportunité pour que les gens travaillent à gagner en autonomie et pas fassent pas n'importe quoi. Par exemple, moi j'étais tout seul en montagne pendant la Via Alpina, mais j'ai une balise GPS, j'ai une équipe de 3 personnes qui sont en tracking en permanence, en train de vérifier mon emplacement, etc., en communication dans les deux sens, de vérifier que tout fonctionne, etc. Donc ça nécessite plus de compétences. Ça nécessite de travailler plus, de préparer plus. Bah oui, bah on n'est pas cocooné à dire où est-ce qu'il faut aller. Ah là, tu as des chaussures, là, tu as la nourriture. Oui, il faut que tu saches où tu peux trouver la nourriture, etc. Mais je pense que le vois plus comme une opportunité pour que les gens progressent et gagnent en autonomie. Et voilà, tu vois, là, j'étais il y a 10 jours avec un trailer et il était avec moi à la Plagne et puis on a fait 90 km dans le week-end avec pour objectif de faire voilà un peu genre une masterclass, j'aime pas le terme, mais enfin tu vois de faire c'est pas un stage non plus, tu vois, mais on était juste en train de courir et de partager des expériences, etc., de montrer un peu l'envers du décor, d'être en solo ou en groupe, accompagné avec des gens d'expérience. Donc on peut faire des off, pour autant avoir toujours quelqu'un qui est un peu le responsable du groupe quand on part et c'est lui qui prend les décisions pour le groupe et c'est la personne qui a la plus d'expérience, etc. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Mais oui, bien sûr qu'on s'expose à des gens qui font n'importe quoi, mais bon, après, enfin, les gens font toujours Puis n'importe il quoi. y a l'organisateur aussi qui s'expose à tous ces problèmes de législation, Ouais, 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 de responsabilité. S'il y en a un qui fait le malheur de se c'est faire une ça. cheville et qui porte plainte. Enfin bon, il y a tous ces problèmes-là, évidemment, Ouais. qui risquent de se Mais produire, même entre évidemment. un off entre amis, tu vois, pas forcément un Mhm. truc organisé par quelqu'un d'externe, mais sinon même un off entre amis. Moi, je pense que c'est plus là où il y aura d'ailleurs les risques sont plus là, parce que c'est les gens qui vont peut-être partir avec l'envie de faire des trucs parce qu'ils l'ont vu sur Internet et ils se rendent pas compte de la difficulté que ça représente, quoi. Donc il y a un travail d'éducation et c'est vrai que moi j'ai commencé pas mal à me poser la question justement parce qu'on a commencé à me contacter pour de l'ingénierie, pour faire ce genre de stage et autres. Et voilà, enfin il faut pas oublier que je suis pas accompagné en montagne. Hein, c'est un diplôme, c'est un vrai métier, tu vois. J'ai beau avoir de l'expérience sur de la moyenne montagne, voilà, ça reste un vrai métier. Donc euh, il faut apprendre, tu vois. Il faut apprendre des gens qui ont l'expérience et puis apprendre aussi des professionnels. Bah, l'idée, ce serait peut-être de t'intégrer toi à ce genre de stage avec justement quelqu'un qui a ce fameux diplôme. Et puis Ouais, ça te donne accès à donner tes compétences en tant que intervenant. c'est clair. Je dis pas que ça m'a pas croisé l'esprit, Bien etc. Mais bon, sûr. pour Eh l'instant, tu oui, vois, avec le Covid, faut tout le monde est ruser. en train de voir un peu la saison et autres. Mais je pense qu'en off, dans la saison, dans la saison de creux, cet hiver, on va travailler. Il y a des très bonnes boîtes qui font des très très bons stages de trail et autres. Et je pense que de rajouter des sections complètes sur cette partie Autonomie. autonomie et navigation et de faire gagner les gens en compétences pour qu'ils puissent partir sur leur propre micro-aventure. Et une micro-aventure, moi, c'est 2600 km, mais si ça se trouve, pour une personne, c'est 30, tu vois. Et c'est Mmh, très bien comme ça, bien sûr, tu vois. bien Et sûr. c'est faire une première nuit, une premier truc, week-end, où on passe une nuit en montagne, tu vois, par exemple, Mmh, tu vois. Donc, mais ça veut dire également qu'il faut savoir ce que c'est un parc national, qu'on peut pas planter la tente n'importe où, qu'on fait pas n'importe quoi. Mais tout ça, ça s'apprend. bien sûr. Mm. Bien sûr, et puis tu as autant de légitimité à apprendre ça, enfin de mon point de vue, hein, à apprendre ça aux gens que quelqu'un qui aurait le stage, mais s'est contenté juste de faire le stage. Même s'il a de l'expérience etc. Il a peut-être pas vécu ce que toi tu as vécu, donc tu as forcément C'est clair. ta patte à apporter, et qui Ouais, je pense aura que j'ai ma énormément de patte à valeur pour les gens. apporter à ça, tu vois. Donc, Mmh. mais oui, oui. Après, c'est vrai, j'ai commencé à regarder si c'était pas intéressant de passer les, les diplômes de justement d'encadrement de sortie de moyenne montagne, justement pour pouvoir l'encadrer de manière structurée et légale Mmh. et le faire dans les bonnes conditions pour que tout le monde soit content. Mais ouais, ouais, c'est Projet en études. ouais, exactement. Alors, du coup, il y a Eva qui nous demande sur YouTube: «As-tu encore appris et développé des qualités pendant la Via Alpina?» Oui, oui, c'est surtout sur la gestion des rotations. Donc une rotation, c'est le temps entre
le moment où tu t'arrêtes de courir et tu commences à dormir. Et pareil le lendemain matin. Et je pensais que j'avais une très bonne rotation parce que je pouvais tourner normalement entre 2h30 et 3h. Donc ça veut dire que 3 heures par jour, entre guillemets, je suis pas efficace. Donc soit je cours pas, soit je dors pas. Donc soit tu es efficace en repos, soit tu es efficace à bouger. Enfin, voilà. Et au final, j'ai pu descendre quasiment en dessous de 2 heures par jour, ce temps de rotation. C'est ça qui commence à m'ouvrir des portes justement pour aller chercher d'autres corps et d'autres choses. Mais Ah, ouais, mes vitesses de rotation ont complètement changé et je suis en train de regarder justement comment améliorer ça. est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que la rotation? Oui, bien sûr. La rotation, en fait, l'idée, le concept derrière, c'est de dire que si t'es pas en train de dormir ou pas en train de courir, c'est du temps qui est mort, c'est du temps qui est perdu. Et donc, ça inclut le moment où tu fais des courses pour remanger, c'est le moment où tu te mets dans ton sac de couchage, le moment que tu passes sur ton téléphone à écrire un message et que tu n'avances pas avant de te coucher, etc. Et donc ça, c'est le temps par jour au final qui est non optimisé. D'accord. Et donc, du coup, ça veut dire pouvoir manger complètement en avançant, ça veut dire voilà, plein de choses. Mais l'idée, c'est de réduire au maximum ce temps-là, puisqu'en fait, ça peut te faire gagner 1 heure de mobilité par jour ou une demi-heure de sommeil. Et une demi-heure de sommeil sur des nuits de 5 heures, c'est quand même, ça commence à être pas négligeable. Donc, c'est là où voilà, il faut commencer à jouer. Tu sais, quand tu gagnes 10% juste parce que tu n'avais pas été flemmard au moment de te mettre ton 10% de nuit parce que tu n'as pas été flemmard au moment de te coucher, tu l'apprécies en fait, tu vois. Donc c'est un peu l'idée, c'est de pouvoir optimiser ça. Et je sais pas si c'est un vrai terme, une rotation. Je l'utilise depuis des années maintenant, Mmh. depuis 3 ans. Mais voilà, c'est pareil, Une la espèce méthode de de temps ménage. mort, en fait? Ouais, c'est ton temps mort quoi. Et c'est pour ça D'accord. que je suis persuadé que être sans assistance, c'est plus rapide qu'avec assistance. C'est à cause de ces temps morts là. D'accord. Je pense que les bénéfices, les gains et bénéfices s'annulent à ce moment-là. Mais c'est Et vrai que j'ai remarqué que je mettais toujours beaucoup moins de temps à remplir mes flasques que ce que le font mes assistants quand, c'est moi qui voilà. me Voilà. Mais tu sais, ça, c'est un point de détail sur juste une flasque, ouais, tu vois. bien sûr. Ouais, Mais non quand mais tu multiplies ça par machin, et ensuite, ça te eh donne oui. aussi l'opportunité de discuter, tu vois. Mmh, oui. Alors que si tu es tout seul, il n'y a personne, bah, tu discutes pas, tu dors, quoi. Et enfin, toi, tout ce genre de choses. Et pour moi, c'est ce qui me permet d'être compétitif, d'être compétitif. Ouais. D'accord. OK, très bien. Alors on arrive à la fin de l'heure qu'on avait prévue. Je vais terminer avec, une petite 2-3 petites questions. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ton toi débutant? Heu, que tu pourrais, t toi, si tu t'imagines avant de commencer la course à pied, est-ce qu'il y aurait, un conseil que tu te donnerais? Bah, je me serais jamais cru, je pense, que je serais à ce niveau-là aujourd'hui. Donc, je sais pas, un conseil. C'est pas Euh, préparé, hein, pour les ceux qui je sais pas. Euh, Non, parce que ça aurait influencé le truc et je pense que si je m'étais dit il y a 10 ans que je serais en train de traverser les Alpes en courant, genre, mais arrête de déconner, ça se passera jamais, tu le feras jamais dans toute ta vie, de toute façon. Donc, non, j'ai pas de, en je fait, sais ce pas, serait, je sais pas. ne change rien, continue à faire ce que tu fais comme tu le fais, c'est très Ouais, bien. ouais, fais de la merde et puis Plutôt pas tu mal. verras où ça te mènera et tu vas voir. Ouais. Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des livres qui t'ont inspiré et que tu recommanderais, pour les gens, qui aiment lire? Courir longtemps de Bruno Hubi, qui est un, un semblant de. Enfin, il y a tous des bons conseils pratiques, etc., pour commencer vraiment à courir longtemps. Donc, c'est quelqu'un qui a gagné les 100 km de Millau, qui était en équipe de France de 24 heures, etc., mais qui vraiment a une approche du long, du vraiment très très long, et qui donne des méthodes d'entraînement que j'utilise, en tout cas les préceptes encore aujourd'hui. Je pense que c'est fondateur. Et ensuite, donc ça c'est un bouquin de course à pied. Et mon deuxième serait la formation de l'acteur de Konstantin Stanislavski. Alors ça peut, ça peut surprendre, mais en fait, il y a un passage dans ce bouquin où il explique comment on peut structurer des petits éléments que l'on peut trouver à droite à gauche. Donc là, dans le cadre du bouquin, c'est pour créer un personnage, mais pour en faire au final quelque chose de concret et quelque chose qui en faire un tout. Et cette méthode
de création d'un personnage et d'en faire du coup quelque chose de vraiment d'un personnage, alors que tu crées des mimiques à la base, c'est la méthode que j'ai utilisée pour pouvoir construire la vie Alpina et réaliser des grands projets. Et D'accord. il y a plein de conseils dans ce bouquin sur comment réaliser des choses et achever des choses dans un processus créatif. Et un processus créatif, quelque part, c'est un moment où on va sur un objectif qui est très lointain, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble, mais on doit y aller quand même. Et je pense que c'est hyper intéressant à le lire en parallèle sur la création de projet. D'accord, très bien. Eh ben, on mettra toutes les références des bouquins dans la description. C'est très intéressant. Déjà, du coup, je vais avoir plein de livres à lire à force d'écouter des gens. Déjà que j'ai une pile. Où est-ce on peut retrouver toutes tes aventures? Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur quels réseaux sociaux? Un site internet peut-être? Dis-nous toutes tes aventures, où est-ce qu'on peut les retrouver? Tous les réseaux, n'importe où, n'importe quoi, c'est Run Explorer avec 2 N, donc c'est Runner Explorer tout attaché en fait. Et c'est sur Instagram, Facebook, YouTube, etc. Même Google avec mon nom, vous allez trouver des trucs normalement. Donc non, et un peu partout. Et puis sur Strava également, voilà, si vous voulez voir de temps en temps, me voir sur les classements Strava Monde numéro 1 que j'avais réussi à faire en septembre et en octobre l'année dernière, c'est plutôt rigolo. Donc il y a plein de gens qui me suivent que sur Strava ou autre en fonction qui veulent que de la perf ou que des photos ou des anecdotes, etc. Il y en a un peu pour tout le monde. D'accord, donc Run Explorer sur Facebook, YouTube, Strava et Instagram. Ouais. Ok, ça marche. Bah, ça c'est pareil, je mettrai tous les liens dans la description. Yes. Ben, écoute, merci Guillaume pour cet échange qui était vraiment très Avec très plaisir. sympa. J'ai encore appris énormément de choses. Je suis vraiment très content de ce rendez-vous du mercredi soir à 20h. À chaque fois, j'apprends des choses. C'est encore quelqu'un c'est encore l'idée, quoi. différent et que je rencontre et que du coup on partage énormément de choses. Donc merci à toi. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour la fin? Allez faire du off, éclatez-vous. C'est vrai que c'est une très bonne conclusion par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Ça te représente vraiment en fait cet esprit off, autonomie. Et bah merci beaucoup. Ouais. Je suis encore une fois merci à tous les spectateurs qui ont posé des questions dans les commentaires aussi. C'était encore une fois très riche. Merci à vous d'avoir participé. Merci à Guillaume d'avoir accepté l'invitation. Pour la semaine prochaine, je ne m'avance pas encore parce que je suis pas encore sûr de qui va venir. Pour dans 2 semaines, je sais, mais la semaine prochaine, c'est pas encore défini. Donc, donc je ne lis pas cette fois-ci, ce sera la surprise pour ce week-end. Voilà, et ben merci à tous, excellente soirée à tout le monde. Merci encore une fois Guillaume, et bonne soirée à tout le monde. Merci à toi, bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.